Bonsoir, Monsieur le Ministre. Bonsoir, Mesdames les présidentes de commission. Bonsoir, chers collègues. Nous allons commencer sans plus tarder cette audition, puisque, Monsieur le Ministre, votre temps en général est compté. Donc, c'est important pour nous d'avoir le temps de discuter, de dialoguer avec vous. Donc, merci d'avoir répondu favorablement à notre invitation conjointe. Et je suis très heureuse de coprésider avec mes collègues Patricia Adam et Elisabeth Guigou. Vous voyez, Monsieur le Ministre, la parité avance fort, puisque nous sommes 3 femmes tout de suite pour vous accueillir. Je suis convaincue que ce travail conjoint entre nos commissions est très important et peut-être et doit être encore développé pour que notre Assemblée, dans son ensemble, prenne pleinement en compte les enjeux européens dans toutes leurs dimensions et fasse la réflexion interface à la fois avec l'international et avec aussi le niveau national. Aujourd'hui, vous êtes invités à nous présenter la vision qu'a le gouvernement de la politique européenne de sécurité et de défense et quelles sont ses priorités en ce domaine. C'est un sujet sur lequel notre commission est particulièrement engagée, à travers notamment la nomination de 2 rapporteurs, M. Joachim Pueyo et M. Yves Fromion, qui doivent nous présenter un rapport d'étape en commission la semaine prochaine. Donc vous voyez que nous sommes bien dans le bon timing. Nous avons d'ores et déjà pu constater, Monsieur le Ministre, que vous preniez très à cœur l'objectif d'une relance de l'Europe de la défense, ce dont nous sommes plutôt ravis. Depuis votre arrivée au gouvernement, vous n'avez pas ménagé vos efforts en ce sens. Vous avez ainsi entrepris de faire la tournée de nos partenaires européens pour les associer à cet objectif qui avait été clairement affiché par François Hollande, alors candidat et non pas encore président de la République. Vos efforts apparemment sont plutôt positifs. Vous avez ainsi rallié un certain nombre de nos partenaires à l'idée d'une opération au Nord Mali au début de l'année 2013 et le Nord Mali est un sujet sensible, est une réflexion que nous pouvons porter tous ensemble pour voir comment nous pouvons aider l'Afrique à se sortir de certains mauvais pas. De façon plus générale, vous êtes parvenu avec vos homologues, ministres des Affaires étrangères et de la Défense, le 15 novembre dernier, à une déclaration commune en faveur de la relance de l'Europe de la défense dans le cadre du groupe Weimar Plus qui réunit la France, l'Allemagne, la Pologne, l'Italie et l'Espagne. Dans cette déclaration, il est notamment affirmé la volonté politique de coopérer davantage en Europe. L'approfondissement de la coopération est en effet essentiel. Elle participe, à mon avis, bien plus que les questions budgétaires, à la vision générale de l'avenir que nous voulons bâtir ensemble. Et tout compte fait, le prix Nobel de la paix qui a couronné l'ensemble de l'Europe rappelle justement cette volonté de coopération et l'Europe de la défense peut en être une illustration. On peut toujours reprendre le vieux proverbe romain si vi pacem para bellum, il est quand même bien de préparer principalement la paix. Avant de passer la parole à mes collègues présidentes, je voudrais vous poser, Monsieur le Ministre, quelques questions. Ma première question concerne le rôle de la Grande-Bretagne, qui reste avec la France la principale puissance militaire européenne. Les Britanniques ne participent pas au groupe Weimar Plus, mais donnent-ils ailleurs quelques signes de vouloir s'associer à cette relance de l'Europe de la défense? Nous avons l'impression que dans tant de domaines, ils sont de plus en plus de nouveau pour se retirer un petit peu de la structure européenne. Il faut souligner que la Grande-Bretagne s'est pourtant fortement engagée aux côtés de la France, de la Suède et d'autres pays européens lors des discussions concernant le traité du commerce des armes, à la fois pour contribuer à réguler ce commerce licite et pour lutter contre le commerce illicite des armes classiques. À ce propos, je voudrais vous poser une question sur les dégâts effroyables des armes de petit calibre sur les civils qui sont régulièrement dénoncés par les ONG, Handicap International entre autres. Pourriez-vous nous informer de l'avancée des négociations sur les engagements français et européens dans ce domaine-là? Par ailleurs, et ce sera ma dernière question, pour laisser la parole d'abord à Patricia Adam, puis à Elisabeth Guigou, pourriez-vous enfin nous éclairer sur l'avancée des réflexions pour organiser des opérations de prévention des conflits à l'échelle européenne? En son temps, le rapport de Catherine Lalumière avait avancé des pistes très solides pour une force d'interposition européenne. Où en sommes-nous aujourd'hui? Est-elle à l'ordre du jour? Est-elle définitivement abandonnée? Avons-nous trouvé d'autres formes? Voilà des questions complémentaires au cœur de votre sujet, mais le cœur de votre sujet, Monsieur le Ministre, vous allez nous le développer largement. Donc, vous avez compris, en bon écologiste, la paix est une chose qui m'importe parce que nous venons de cette culture pacifiste. Bien entendu, tout le monde préfère la paix.
L'Europe est un espace de paix qui se construit chaque jour. Et de ce point de vue-là, si vous pouviez nous rassurer sur la volonté, effectivement, de parler d'une seule voix sur cette politique de la défense européenne, ça me paraîtrait quelque chose de très positif. Je vais sans plus tarder passer la parole à Patricia Adam. Je vous remercie. Merci, ma chère collègue. Monsieur le ministre, votre audition suit deux auditions que nous avons voulu en commun avec nos trois commissions, à la fois celle de Monsieur Guéhenno pour le livre blanc, mais aussi celle de Monsieur Pierre Vimont, je le rappelle, qui est venu il y a peu de temps pour nous parler du service européen d'action extérieure. Monsieur le ministre, vous qui avez été longtemps député, membre de la Commission de la Défense, vous êtes bien sûr convaincu, j'en suis certaine, du rôle que les parlementaires ont à jouer dans la définition, la mise en œuvre, mais aussi l'évaluation, bien sûr, de notre politique de défense. Les députés français le font depuis longtemps au niveau national, mais avec le développement progressif d'une politique de sécurité et de défense à un niveau européen, la question du contrôle parlementaire de la politique de défense vient aujourd'hui à se poser à cette échelle également européenne. Elle se pose non seulement pour le Parlement européen, bien évidemment, mais aussi pour les parlements nationaux, tant on sait que ces politiques de défense sont encore, et de manière importante, bien sûr, d'abord des politiques nationales. Nous rencontrerons d'ailleurs nos homologues allemands lundi avec le Sénat pour les deux commissions de la défense et du Parlement et du Sénat. Et j'espère en tout cas que cette réunion permettra à nos parlements respectifs d'avancer et de contribuer dans cette démarche qui est la vôtre. Un progrès a été fait dans ce sens d'ailleurs le 9 et le 10 septembre dernier lors de la conférence interparlementaire sur la politique étrangère et de sécurité commune et la politique de sécurité et de défense commune, qui avait tenu sa première réunion. Et c'est d'ailleurs notre collègue Daphna Poznański-Benamou qui représentait l'Assemblée nationale. Cette audition est pour nous l'occasion de connaître votre sentiment à ce sujet, à savoir la participation des parlements à cette construction d'une Europe autour des questions de défense. Vous allez nous présenter les démarches que vous avez entreprises en vue de redynamiser cette construction de l'Europe de la défense. Ces enjeux sont importants. Quelles sont les questions qui nous viennent bien évidemment à tous tout de suite à l'esprit? C'est quels sont les États membres qui sont prêts à suivre la France dans cette voie, ceux qui sont véritablement volontaires, et où sont les blocages? Et parallèlement, si les conclusions du sommet qui a été tenu par l'OTAN à Chicago au printemps dernier soulignent l'importance d'une implication accrue des Européens dans l'Alliance, et c'est une bonne chose, comment cela tout simplement peut-il se traduire très concrètement dans les mois qui viennent? Les Britanniques, les Américains nous soutiennent dans cette démarche, nous y incitent. Donc on aimerait pouvoir aussi vous entendre sur ce point. Et je m'arrêterai là pour laisser la parole à Elisabeth. Très bien, bonjour Monsieur le Ministre. À mon tour de vous remercier, de vous dire que je suis très heureuse que nos trois commissions se soient associées pour vous entendre sur ce sujet qui nous est d'intérêt commun, évidemment, l'Europe de la défense. C'est par ailleurs pas habituel de voir trois femmes présider une réunion dans cette assemblée et nous nous en réjouissons, je suis sûre, tout le monde dans cet hémicycle. Alors, bon, sur l'Europe de la défense, c'est une longue histoire maintenant qui a été très contrastée, puisque après l'échec de la CED, il a fallu 40 ans. Chef de la CED en 1954, il a fallu 40 ans avant qu'en Europe, on recommence à parler d'une perspective de politique étrangère et de défense européenne avec le traité de Maastricht. Le traité de Maastricht qui affichait de grandes ambitions et, il faut le dire, assez peu de moyens juridiques face à ces ambitions, mais ensuite nous avons eu une progression dans chaque traité européen, Amsterdam, à Nice, Lisbonne, pour faire avancer, notamment avec Lisbonne, le système de coopération structurée qui permet d'avancer à quelques États membres qui le souhaitent et qui ont les capacités de le faire, d'avancer à quelques-uns. Donc nous avons eu une volonté affichée dans les traités européens successifs de voir avancer l'Europe de la défense. Et puis,
il y a eu dans le passé, il y a 10 ans, 12 ans exactement, des initiatives remarquées et remarquables. Ça a été, avec les Britanniques, l'initiative de Saint-Malo, qui a permis à la fois une coopération bilatérale. J'espère, Monsieur le Ministre, que vous nous ferez le point sur cette coopération bilatérale avec le Royaume-Uni, qui, je crois, est très fructueuse, mais qui a permis aussi que le déblocage de l'opposition britannique à ce que ce sujet avance entre pays membres de l'Union européenne. Et dans les 2-3 années qui ont suivi, il y a eu, avec des fusions industrielles qui ont abouti à ADS, avec des initiatives prises beaucoup par la France, je dois dire, mais très suivies par nos partenaires au Conseil européen d'Helsinki et de Cologne, des décisions importantes qui ont été prises. Et ensuite, un coup d'arrêt brutal, après les attentats du 11 septembre 2001, dans lesquels l'Europe s'est tout d'un coup focalisée, à la suite des Américains, uniquement dans la lutte contre le terrorisme, avec une absence totale ensuite d'initiative sur l'Europe de la défense et un arrêt, je dois dire, de beaucoup des coopérations qui avaient été malheureusement engagées avec des objectifs précis. Les objectifs d'Helsinki et de Cologne, c'était une armée de 100 000 hommes, 400 avions de combat, si je me souviens bien, enfin des objectifs précis. Bon. Moi, je me réjouis, Monsieur le Ministre, de voir que vous reprenez ce flambeau. Ça n'est pas simple. Nous avons reçu Bervedrine et nous avons évidemment étudié nous l'avons reçu avant son rapport, nous avons étudié son rapport, nous avons reçu aussi Jean-Marie Guéhenno. On voit bien tous les obstacles, c'est-à-dire qu'en dépit de quelques avancées juridiques dans les traités, qui sont encore une fois non négligeables, il y a des divergences entre pays européens qui sont très nettes sur ces sujets. Donc, comme vient de le mentionner Patricia Adam et Daniel Auroy, nous aimerions avoir votre analyse sur, au fond, quels sont ceux de nos partenaires qui sont prêts à avancer avec nous. Et nous avons noté avec beaucoup d'intérêt les conclusions de la réunion de Weimar Plus à laquelle vous avez participé et pris des initiatives. Donc ça, c'est une première chose. Quelle marge de manœuvre voyez-vous pour relancer l'Europe de la défense, relancer ce très important dossier? Je ne crois pas d'ailleurs qu'on puisse prendre le prétexte de la crise économique dans laquelle l'Europe est encore aujourd'hui malheureusement engluée pour dire nous avons d'autres choses à faire. Au contraire, je crois que si nous savons dire que l'Europe peut être un acteur mondial, je crois que nous aurons plus de facilité aussi à régler les problèmes de la crise économique. Donc l'Europe de la défense, quelles possibilités y voyez-vous? Évidemment, quelle est aujourd'hui... Quelles sont les menaces? Comment voyez-vous l'évolution des menaces pour notre continent? Javier Solana, en 2003, avait sorti un très intéressant document stratégique qui n'a plus été renouvelé depuis. J'espère que ça le sera. Mais voilà, comment évoluent les menaces aujourd'hui? Deuxièmement, comment évolue l'attitude des États-Unis? Il semble qu'elle soit plus compréhensive et qu'ils aient envie... pas seulement de partager le fardeau avec nous, ça faisait longtemps qu'ils nous le demandaient, mais aussi de nous voir prendre nos propres responsabilités. Ça a été le cas en Libye, par exemple, où nous avons été à l'avant-garde. Et puis, bien entendu, où en sommes-nous des perspectives de coopération industrielle entre Européens, de la perspective d'avoir des armements et des équipements communs. On connaît la triste histoire de l'avion de combat européen, mais voilà, quelle perspective avons-nous sur les différents segments de ces capacités communes futures? Et enfin, Monsieur le Ministre, j'espère que vous pourrez nous faire un peu le point sur la crise malienne. Nous savons qu'il y a un concept maintenant défini au niveau européen d'intervention éventuelle, puisqu'il faut laisser toute sa place, évidemment, aux négociations politiques et à l'aide humanitaire. Mais quelle est votre appréciation? Et est-ce que vous pourriez nous apporter des précisions sur à la fois la nature de cet engagement et le calendrier éventuellement envisagé? Voilà, Monsieur le Ministre, cette avalanche de questions qui s'est suivie par beaucoup d'autres, j'en suis sûre, par nos collègues, mais en vous remerciant encore, j'ai le plaisir de vous passer la parole. Merci, Mesdames les Présidentes, Mesdames et Messieurs les députés. Je tiens d'abord à vous remercier de cette invitation qui doit nous permettre de
parler d'Europe de la défense, sujet important. Vous avez évoqué, mesdames les présidentes, quelques questions. Je vais, si vous voulez bien, faire un exposé de départ qui, je crois, répondra à une partie de vos interrogations. Et puis ensuite, je pourrai évidemment contribuer au débat avec vous pour compléter mon propos. C'est une question majeure pour le président de la République, c'est une question majeure pour la France. Et je dois dire que cette problématique de relance, si on peut utiliser modestement ce mot, intervient à un moment où on ne peut peut-être pas assez souligner le président du Conseil européen, M. Van Rompuy, que j'ai eu l'occasion de rencontrer à 2 reprises sur le sujet, et assez longuement, vient de décider, de proposer au Conseil européen qui va se tenir dans les jours qui viennent, dans les conclusions du Conseil européen du mois de décembre, il y aura des engagements de réflexion pour une feuille de route d'1 an qui devrait aboutir en fin 2013 à de nouvelles orientations de l'ensemble de l'Union sur la défense européenne. Donc c'est un contexte nouveau. Je pense que le président Van Rompuy a souhaité, dans la situation dans laquelle nous sommes, prendre cette initiative, et c'est une initiative qu'il importe de souligner, et notre réflexion d'aujourd'hui et la réflexion à venir s'intégreront évidemment dans cette nouvelle étape. Et puis par ailleurs, comme vous le savez, le commissaire Barnier a pris de son côté, avec l'appui du président Barroso, l'initiative d'une task force sur la défense qui rendra ses conclusions au milieu de l'année prochaine. Donc nous sommes là dans une nouvelle donne avec des petits cailloux qui se posent et qui sont intéressants à souligner, à remarquer. Et en tout cas, nous avons la responsabilité de nous inscrire dans ce mouvement et de le nourrir par un engagement politique sans faille. L'ambition que je porte, c'est d'abord, comme je l'ai dit, celle du président de la République qui a appelé dans son discours du 11 mars à une relance de la défense européenne. Et en effet, la démarche bilatérale de Lancaster House, que je ne trouve pas antinomique avec le projet européen, j'y reviendrai, avait suscité un certain nombre d'interrogations, voire d'incompréhension chez plusieurs partenaires. J'ai pu le mesurer lors des rencontres bilatérales avec mes homologues, rencontres auxquelles vous avez fait allusion, Madame la Présidente de la Commission de la Défense. Et donc il était attendu que nous nous réaffirmions la priorité européenne, qui d'ailleurs avait été mise en avant de façon continue et obstinée par plusieurs présidents de la République et plusieurs gouvernements successifs, en particulier depuis la fin de la guerre froide et les initiatives franco-allemandes qui conduisirent au traité de Maastricht. Aujourd'hui, une conviction nous rassemble autour de l'objectif de construction européenne en matière de défense et nous retrouvons le cours naturel de la vision de la France dans ce domaine. Je sais l'engagement de vos 3 commissions sur le sujet, vous l'avez rappelé, j'ai bien noté les auditions que vous menez, le travail que vous conduisez, y compris avec vos collègues du Parlement européen. J'entends d'ailleurs les rencontrer au premier semestre 2013. Je salue aussi le travail important que mènent actuellement vos collègues M. Pueyo et M. Frognon. Vos travaux seront également essentiels dans le cadre de la préparation du livre blanc. Vous y avez fait référence, car la question de l'Europe de la défense, de même que celle de notre pleine participation à l'OTAN, en constitue 2 éléments structurants. Vous aurez d'ailleurs observé la novation que constitue la participation directe de nos principaux partenaires européens aux travaux du livre blanc. C'est une nouveauté. D'abord, un membre britannique et un membre allemand participent à la commission. Et par ailleurs, il y a eu des auditions de nombreuses personnalités européennes qui en ont d'ailleurs été très, très flattées et qui ont trouvé dans cette initiative une marque d'engagement de la France dans la construction ou la relance de l'Europe de la défense. Mesdames et Messieurs les députés, je crois que d'abord, les mots ont leur importance.
je préfère parler d'Europe de la défense plutôt que de défense européenne. Notamment parce que cette dernière expression renvoie à la manière dont les Européens se défendent collectivement en cas de menace ou d'agression directe. Or, comme l'a justement souligné Hubert Védrine dans le rapport que vous connaissez, l'Europe de la défense peut avoir pour ambition de très long terme de confier à l'Union européenne la défense militaire de l'Europe contre des menaces militaires directement tournées contre elle, mais nous devons être réalistes et pragmatiques. Cette fonction-là est aujourd'hui assurée par les États dans le cadre de l'OTAN. Le traité de Lisbonne de l'Union européenne reconnaît lui-même cette complémentarité dans la clause d'assistance mutuelle. La défense européenne, c'est cela. L'Europe de la défense, quant à elle, je ne fais pas d'acharnement de mots. Il s'agit de deux concepts. L'Europe de la défense, quant à elle, vise à faire de l'Union européenne un acteur crédible et efficace en matière de défense pour qu'elle puisse intervenir sur des zones ou sur des sujets qui mettent directement en jeu les intérêts de sécurité des Européens. C'est une dimension essentielle, d'autant qu'elle conduit les Européens à définir ces intérêts communs, à définir les zones où ils sont en jeu, où ils peuvent être menacés. Bref, cette approche permet de cristalliser davantage les fondements même d'une politique commune. Et on le voit bien aujourd'hui, j'y reviendrai, avec la mobilisation européenne sur les enjeux de sécurité au Sahel et l'engagement qui se dessine au Mali. L'Europe de la défense, c'est cela, et c'est aussi un volet industriel. L'Europe de la défense, c'est aussi de disposer à l'échelle européenne d'un tissu industriel composé de grands groupes comme de PME qui soient robustes, compétitives et innovantes dans la concurrence internationale. Il en va de l'autonomie stratégique européenne. Dès lors, notre démarche en matière de défense en Europe, et je m'appuie ici sur les conclusions du rapport Védrine que j'approuve pleinement, doit se développer selon deux axes d'égale importance. D'abord, il n'y a pas d'ordre hiérarchique, une pleine participation à l'Alliance atlantique, impliquant d'y développer notre vision en fonction de nos intérêts et de ceux de l'Union, en liaison avec nos partenaires et en association avec les États-Unis, qui continueront de jouer un rôle majeur dans la défense du continent européen et avec lesquels nous devons demeurer capables d'agir ensemble militairement. Et ensuite, et deuxièmement, un engagement permanent, concret, pourquoi ne pas dire volontariste, de l'Europe de la défense telle que je viens de la définir. Alors, parlons d'abord de l'Alliance. La France devra porter sa vision dans l'Alliance sans complexe et en pleine solidarité, comme l'a fait le président Hollande dès le sommet de Chicago, quelques jours après son investiture. Elle y est chez elle. Et c'est, comme l'a dit le président de la République, notre alliance. Cette organisation à laquelle nous continuerons de participer pleinement a des missions, une raison d'être que nous devons toujours garder à l'esprit. C'est d'abord un engagement de défense collective entre les deux rives de l'Atlantique que nous avons choisi librement et qui est structurant. C'est le cadre normal des actions militaires conjointes des Américains et des Européens lorsqu'ils veulent défendre ensemble des intérêts communs. C'est l'un des outils de notre partenariat stratégique transatlantique. Cette vision claire, nous devons la promouvoir activement et avec volonté. Je serais tenté de dire en raccourcissant, puisque nous y sommes, autant y être pleinement. Et quand le rapport Védrine dit qu'il faut lever nos complexes à cet égard, je partage ce point de vue. Et deuxièmement, la France doit développer avec ses partenaires, dans un cadre bilatéral ou multilatéral, un projet pragmatique pour construire l'Europe de la défense. En effet, dans tous les pays de l'Union européenne, vous le savez, les politiques de défense sont à la croisée des chemins. Vous connaissez le contexte.
D'un point de vue géostratégique, la diversité, l'intensité et l'imprévisibilité des menaces nous commandent d'évoluer nous-mêmes sans baisser la garde. D'un point de vue économique, les tensions budgétaires auxquelles nous sommes soumis appellent des efforts partagés par l'ensemble des missions de l'État. Et dans ce double contexte que connaissent l'ensemble des Européens, nous devons chacun faire plus avec moins. L'Europe de la défense se présente à nous aujourd'hui à la fois comme une nécessité, en même temps comme une chance unique. D'une certaine manière, il faudrait faire sortir le désir d'Europe de la défense de la nécessité que nous constatons. Et si vous me permettez, j'aimerais développer ce point en revenant sur 3 raisons qui fondent notre démarche européenne en matière de défense. Premièrement, nous devons tirer les enseignements du rééquilibrage des intérêts stratégiques américains vers la région Asie-Pacifique. Pivot Asia, c'est le discours, la revision stratégique américaine affichée le 5 janvier dernier, vous la connaissez, et c'est avec encore plus de clarté les propos qu'a tenu jusqu'à présent Léon Panetta, le secrétaire d'État américain, dans les différents entretiens que j'ai pu avoir avec lui, y compris publiquement aux rencontres de Singapour et aux dernières rencontres de l'OTAN à Bruxelles. Cette nouvelle donne qui se met en œuvre doit conduire l'Europe à cesser d'être un consommateur de sécurité pour devenir un producteur de défense. Producteur de défense au profit des États européens, mais aussi dans une logique de responsabilité régionale et internationale vers le sud et vers l'est. La question d'ailleurs, j'y réponds tout de suite, peut-être qu'on y reviendra, qui m'a été posée sur la posture américaine à l'égard de cette initiative, de cette reprise d'initiative concernant l'Europe de la défense, est beaucoup plus positive qu'elle ne l'était dans le passé. Alors, avec des avantages et des inconvénients. L'avantage, c'est que le champ est d'une certaine manière libre et encouragé. L'inconvénient, c'est qu'il s'agit de devenir producteur de défense et d'être nous-mêmes devant nos propres responsabilités. Et c'est en tout cas ce que j'ai pu ressentir dans les différents entretiens que j'ai eus jusqu'à présent avec l'ancienne administration Obama, la nouvelle, comme vous le savez, n'étant pas encore installée. Je parlais du premier enseignement, la première raison qui fonde notre démarche européenne, le rééquilibrage de la position américaine. Deuxième raison, nous remarquons qu'un certain nombre de menaces auxquelles nous sommes confrontés imposent des réponses qui dépassent le seul cadre des États et qui légitiment des réponses multinationales. Et l'Union européenne est la première d'entre elles. Elle dispose d'une palette d'outils uniques pour faire face aux menaces qui pèsent sur notre sécurité commune. Je pense, au-delà même de l'action proprement militaire, à la lutte contre les trafics, à la formation en matière de police, de renseignement, de sécurité civile. Je pense à la coopération sanitaire, je pense à l'aide au développement. Tous ces outils existent au sein de l'Union européenne. Il manque encore une coordination et surtout une vision globale qui fasse enfin de l'Europe un acteur reconnu des relations internationales. Enfin, troisième lieu, nous considérons que les contraintes budgétaires qui grèvent les budgets de défense de tous les États membres peuvent et doivent être compensées par une plus grande coopération. L'enjeu est de maintenir certaines capacités, d'en développer d'autres, d'éviter des duplications de capacités comme d'outils industriels, d'accroître nos interdépendances et de parer ainsi au risque de déclassement stratégique de l'Europe, risque qui est devant nous si des initiatives ne sont pas prises. Au moment où nous constatons que nombre de pays européens s'apprêtent à renoncer à des capacités qui ne sont plus à même de développer et d'entretenir à l'échelle nationale, il est vital d'organiser à l'échelle de l'Union des interdépendances capacitaires mutuellement consenties. Je sais les réticences, je sais les histoires de chacun de nos pays partenaires. À nous de faire comprendre que pour certaines capacités, l'alternative est claire, ou nous les partageons,
ou nous y renoncerons. Voici en quelques mots les fondements de notre démarche. Cette démarche, je ne la conçois pour ma part que dans une dimension concrète, pragmatique. Je souhaite que nous soyons à l'initiative de faire l'Europe de la défense par l'action. Concrètement, nous poursuivrons le travail engagé depuis le début de ce mandat gouvernemental, dans la perspective du Conseil européen de décembre 2013, sur 3 objectifs sur lesquels je vais revenir, l'opérationnel, le capacitaire et l'industriel, mais j'insiste sur la nécessité de l'Europe par l'action et la nécessité du pragmatisme. Parce que jusqu'à présent, toutes les relances de l'Europe de la défense ont été faites par le déclaratoire ou par l'institutionnel. Il a même été presque au bout, il a même été à un moment donné possible d'aller presque jusqu'au bout de l'institutionnel. Je pense en particulier au moment où on a failli aboutir à un OHQ commun à l'Union européenne, un état-major, et là il y avait un pas important qui pouvait être franchi, il ne l'a pas été. Donc on ne va pas recommencer dans cette même démarche qui a échoué. Je souhaite que sur les 3 vecteurs que je viens d'indiquer, nous puissions montrer l'avancée de l'Europe par le concret. Je disais volet opérationnel, volet capacitaire, volet industriel. Sur le volet opérationnel, il est clair que notre ambition pour l'Europe n'a de sens que si nous nous projetons réellement pour que l'Union européenne soit enfin un acteur majeur et reconnu comme tel dans la gestion des crises internationales. Sur cette question en particulier, il faut partir d'une analyse géopolitique conduite ensemble. Pour les Européens, quelles sont les zones de crise? Nos visions sont-elles, comme on le dit trop souvent, opposées ou, comme je le crois, largement convergentes lorsque nous faisons l'analyse lucide de nos intérêts de sécurité? Et lorsque l'on rentre dans cette première logique sur l'opérationnel, il faut aussi ne pas fermer les yeux sur des sujets de crispation qui ont pu se présenter et qui ne sont pas au bilan positif de l'Europe de la défense. Il faut qu'on se le dise entre nous. Je pense en particulier aux groupements tactiques. Vous savez, ces réservoirs de forces terrestres interarmes composés de 1500 hommes armés par des contributions volontaires d'un ou plusieurs États membres, prenant chacun leur tour d'alerte semestriel, déclarés opérationnels en 2007 avec enthousiasme, qui permet d'avoir en permanence une force militaire de réaction rapide, déployée dans les 10 jours suivant la décision politique, ce qui serait d'ailleurs une manière de répondre aussi à la question posée tout à l'heure sur la prévention. Malheureusement, constatons aujourd'hui que cette bonne idée n'est pas suivie des faits. La veille des groupements tactiques ne se fait pas ou se fait que de manière partielle et ils n'ont jamais été projetés jusqu'à présent, ce qui est une manière de démotiver les contributeurs éventuels. Et la question est toujours aujourd'hui à l'ordre du jour. Est-ce qu'on continue ou est-ce qu'on ne continue pas? Dans les sujets de crispation, il faut aussi parler de la mission Eulex au Kosovo, qui doit faire l'objet d'un retour d'expérience. Il est inconcevable que l'Europe de la défense puisse transférer une partie de ses responsabilités à la KFOR, dont ce n'est pas la mission de départ, et en plus qui se désengage. C'est vrai qu'il y a ces leçons à tirer, mais c'est vrai aussi qu'il faut mettre en valeur au niveau opérationnel ce qui marche, et il y a des opérations qui marchent. Je pense en particulier à l'exemple de la piraterie, la mission Atalante au large de la Corne d'Afrique, qui montre que lorsque l'analyse est commune, l'Europe sait se doter des moyens d'agir et démontre sa valeur ajoutée en matière de défense. J'observe que depuis le début d'Atalante, aucune attaque n'a été menée à l'encontre des navires du programme alimentaire mondial et de la MISOM, et que le taux de réussite des attaques des pirates est aujourd'hui en baisse très significative. Il y a donc de quoi faire. Je reviendrai tout à l'heure sur le Mali, mais voilà 2 exemples de capacités d'intervention qui sont
à mettre au bilan positif d'une construction de l'Europe de la défense. Le deuxième objectif, c'est l'objectif capacitaire. Parce que la volonté de se projeter ne fait pas tout. Pour y parvenir, il faut disposer de moyens militaires crédibles. Et l'équation budgétaire, je l'ai dit, peut menacer le développement et l'entretien des capacités nationales. Cela nous impose, si nous voulons tenir le rang qui est le nôtre, d'européaniser certains moyens. Si les Européens ne le font pas, eh bien, le déclassement stratégique sera au rendez-vous. Et donc, pour ce faire, il faut avoir le réflexe de mutualisation et de partage capacitaire. C'est ce que l'on appelle le pooling and sharing de l'Agence européenne de défense. Pour ce qui existe aujourd'hui, le partage capacitaire, mais il faut aussi avoir cette volonté pour les futurs programmes d'armement. Développer un réflexe amont de la conception et de la coopération, mettre en œuvre une dynamique européenne que nous devons viser à travers des coopérations concrètes à même d'intéresser tous les États, y compris ceux qui ont des capacités plus modestes. Et enfin, troisième axe de notre action, nous devons consolider l'industrie européenne pour répondre aux défis de la projection et contribuer au développement de nos entreprises. Il faut réfléchir aux synergies industrielles qui nous permettraient d'être plus compétitifs. EADS et BAE ont été un exemple qui a échoué, mais moi je retiens que le seul fait que cette initiative ait pu exister nous montre l'ampleur des avancées à mettre en œuvre et nous montre aussi que le champ est disponible pour de telles initiatives, même si ils dépendent d'abord des responsabilités des entreprises. Il faut aussi que nous puissions valoriser les petites et moyennes entreprises dans cette logique industrielle. Et je dois dire que la manière dont la task force est mise en place au sein de la Commission européenne peut être un signal fort qui va nous aider pour l'avenir. Voilà les trois fondamentaux. J'ajoute à cela que le fait de dire nous voulons être pragmatiques signifie que nous devons être ouverts à toutes les initiatives et faire en sorte que aucune initiative ne soit exclusive de l'autre. C'est cette posture-là que nous avons mis en œuvre depuis 6 mois. D'abord, en disant aux Britanniques, nous avons un traité, 2 traités même, ensemble, les 2 traités de Lancaster House. Nous les poursuivons. Et je profite à cet instant pour répondre à la question qui m'a été posée sur l'évolution de nos relations avec les Britanniques. Il y a des choses qui vont bien, des choses qui vont pour l'instant moins bien et des choses qui n'ont pas encore commencé. Mais fait savoir dès le départ, et le président de la République l'a dit au Premier ministre britannique, que nous entendions poursuivre la dynamique qui s'est mise en place par le traité de Lancaster House. Et nous l'avons dit aux Britanniques comme nous l'avons dit à nos autres partenaires européens. Mais sous réserve que nos engagements avec les Britanniques ne soient pas dans l'exclusivité. C'est sans doute là la nouveauté. Mais que ce soit dans l'action pragmatique. Dans le traité de Lancaster House, il y a une partie qui va bien, c'est la partie nucléaire. C'est quand même un événement tout à fait important que nous puissions collaborer dans ce domaine majeur pour notre propre sécurité britannique et français. Je dois dire que c'est le projet Totates qui évolue de manière positive, même s'il y a une partie extrêmement confidentielle sur ce sujet. Et puis vous avez par ailleurs le reste des coopérations qui, d'un point de vue opérationnel, va bien. Nous avons été amenés l'autre jour à constater la qualité de l'exercice Corsica Lion, auquel je crois certains d'entre vous ont pu assister. Et par ailleurs, nous sommes en marche vers la constitution d'une force expéditionnaire commune interarmée qui aura sa pleine capacité opérationnelle en 2016. Très bien, nous continuons. Sur la partie capacité et armement, nous avons progressé dans certains domaines, puisque nous avons conclu un certain nombre d'accords concernant les drones, en particulier la mise en œuvre du drone tactique Watchkeeper et le lancement d'une étude sur
le futur démonstrateur de drones de combat. Donc de ce côté-là, les choses avancent, comme cela avance aussi sur la guerre des mines navales. Et puis il y a des sujets sur lesquels ça avance moins bien, sur le missile anti-navire léger, sur la coopération de nos groupes aéronavals. Mais soyons pragmatiques, disons que sur chacun des sujets, nous voulons avancer et ne pas rester dans l'exclusif. Voilà pour cette partie de relation avec la Grande-Bretagne et pour la question qui m'avait été posée. Et par ailleurs, en informant tout le monde de ce que nous faisions, nous avons initié une relance de Weimar Plus qui, comme vous le savez, réunit à côté de la France, l'Allemagne, la Pologne, l'Espagne et l'Italie. Nous avons posé un acte à l'initiative de la France. Weimar Plus était une dynamique qui avait été engagée il y a quelques années, qui s'était arrêtée, en particulier à la suite de la signature de Lancaster House, mais pas uniquement. Et nous avons pris l'initiative de réunir l'ensemble des ministres des Affaires étrangères et de la Défense il y a quelques jours à Paris pour poser une déclaration dont vous avez eu connaissance et qui montre la volonté d'agir pour une relance de l'Europe de la Défense sur les 3 paquets que je viens d'indiquer tout à l'heure, et là aussi sans exclusive, et là aussi de notre part en informant les Britanniques. Voilà un cadre dans lequel aujourd'hui se développe notre volonté, la France étant sur ces sujets-là à l'initiative. Et donc, si l'on fait le bilan maintenant dans ces cadres des 3 piliers que j'ai indiqués tout à l'heure et de leur état d'avancement dans ce cadre, c'est-à-dire l'Europe de la défense par l'action et dans le pragmatisme, il y a des éléments qui ont progressé. J'en ai fait état il y a un instant, mais je voudrais rajouter quelques exemples sur les 3 piliers, les opérations, le capacitaire et l'industriel. Sur les opérations, puisqu'on m'a interrogé tout à l'heure sur la crise au Mali. C'est à l'initiative de la France, à la réunion informelle à Chypre des ministres de la Défense, qu'a commencé la dynamique qui s'est mise en place et sur laquelle beaucoup d'observateurs étaient sceptiques. Mais cette initiative a permis, le 15 octobre dernier, aux 27 ministres des Affaires étrangères d'engager la mise en œuvre d'un concept de gestion de crise qui, normalement, devrait aboutir à un accord lundi prochain, qui fait que l'Europe va très vraisemblablement, lundi, dire « je lance une opération de soutien à la reconstitution d'une armée malienne, élément indissociable de la sécurisation à terme de ce pays et donc élément indissociable de la reconquête par le Mali de son intégrité territoriale. Ce n'était pas évident. Ça va se faire. Et c'est un point favorable à l'Europe de la défense. Alors, je distingue bien, je crois que chacun l'aura bien compris, d'une part la MISMA, c'est-à-dire la mission qui va se mettre en place entre différents pays de la CEDEAO, de l'Ouest africain et de l'Union africaine sur la base du mandat qui vraisemblablement sera donné par les Nations Unies dans quelques jours et qui permettra à ces pays de constituer la force la plus importante de reconquête de l'intégrité malienne. L'Europe, sans doute, y contribuera aussi, sous une forme encore à déterminer. Je distingue bien cela de la mise en œuvre de ce qu'on appelle maintenant, ce qu'on va appeler UTM Mali, qui sera un dispositif très ciblé sur la reconstitution des forces armées maliennes et sur lesquelles il y aura une signature et un appui européen tout à fait net. La France étant d'ailleurs, en cette affaire, la nation cadre qui devra mener à bien cette action. Je voudrais aussi vous dire que, concernant les opérations, puisqu'on regarde le bilan de ce qui a pu être fait depuis 6 mois, puisque je suis toujours dans l'idée de l'Europe de la défense par l'action, par la preuve d'une certaine manière, et nous avons décidé à la réunion de Weimar Plus de reconsidérer le problème de génération de force aux Balkans et de proposer une stratégie européenne ambitieuse et concrète sur la région. C'était en débat depuis un certain temps et je veux dire que nous sommes prêts, la France est prête à cet égard à consacrer sa réflexion et ses moyens sur ce secteur. Et puis, pour répondre aussi à
en partie à une interrogation de la présidente de la Commission des affaires européennes de l'Assemblée en ouverture, nous commençons à réfléchir sur le rôle que pourrait être celui de l'Europe en Syrie dans une stratégie de sortie de crise, les jours d'après. Sur la partie capacitaire, depuis 6 mois, nous avons agi pour qu'on puisse avancer sur les 11 dossiers qui ont été identifiés dans le cadre du pooling and sharing initié par l'Agence européenne de défense. Là aussi, en essayant d'être le plus concret possible, car il y a là des champs de construction capacitaire en commun qui sont tout à fait positifs et dont les potentialités sont réelles. Vous connaissez ce qui s'est mis en place autour du transport et de l'EATC, et nous avons beaucoup œuvré pour que le volet ravitaillement en vol puisse faire l'objet d'une volonté commune et d'une mutualisation progressive. Et le 19 novembre dernier, nous avons signé, aux côtés de plusieurs membres de l'Union, de la Belgique, de l'Espagne, de la Grèce, de la Hongrie, des Pays-Bas, de la Pologne, du Portugal, une aide d'intention pour lancer une coopération européenne dans ce domaine, puisque nous avons un déficit capacitaire tout à fait significatif en la matière, et nous sommes totalement dépendants des Américains à l'heure actuelle. Il faut donc commencer par la mutualisation, chacun ayant, après il faudra poursuivre par les acquisitions, chacun ayant des droits ou des capacités de tirage sur le ravitaillement en vol fourni par les autres, ce qui est une nouveauté très grande. Dans ce domaine-là, capacitaire, le deuxième socle de l'Europe de la défense à construire, nous travaillons beaucoup en complément pour que cette démarche commune puisse aboutir sur d'autres secteurs liés à l'inventaire proposé par l'Agence européenne de défense. Je pense en particulier à l'échange d'informations au niveau maritime par Marsur. Je pense aussi à l'observation spatiale, je pense aux missiles solaires. Il y a là une volonté très forte de notre part de trouver les partenariats nécessaires qui ne sont pas obligés de se faire à un très grand nombre. On peut mener une opération soit d'échange capacitaire, soit d'acquisition à 2, à 3, à 4 au sein de l'Agence européenne de défense pour donner la labellisation européenne et pour ainsi progressivement avancer dans l'Europe de la défense du concret. Je redis mon leitmotiv permanent. J'ai évoqué la surveillance maritime, j'ai évoqué aussi la logique qui consiste à rendre interopérables nos communications tactiques. Il y a là donc des champs importants qui supposent une très grande détermination et on le fait, beaucoup de temps, de la compréhension, du compromis, mais on le fait avec l'un, avec l'autre, avec plusieurs, et chaque sujet nécessitant une réponse spécifique. Lors du sommet franco-italien qui s'est tenu lundi dernier à Lyon, il y a eu une nouvelle avancée entre l'Italie et nous sur un certain nombre de sujets qui ont fait l'objet d'une déclaration commune qui est passée un peu inaperçue parce que d'autres déclarations étaient plus spectaculaires, mais qui contribuent à cette volonté que j'affichais tout à l'heure sur le paquet capacitaire. Enfin, pour ce qui est du domaine industriel, il y a maintenant un travail de relation, d'imagination à faire pour que le champ qui a été ouvert par l'opération avortée entre ADS et BAE sur la nécessité d'une consolidation des industries de défense puisse se concrétiser. Il est là peut-être un peu trop tôt d'en parler. Il y a des secteurs qui nécessitent ce type de rencontre. Je pense au terrestre et au maritime, mais nous sommes encore pour l'instant au premier balbutiement, tout en disant que, par exemple, avec nos amis italiens, nous avons décidé lundi dernier de faire un travail d'investigation sur la manière dont on pourrait associer nos industries de défense sur un certain nombre de sujets, et nos entreprises de défense sur un certain nombre de sujets, pour permettre une meilleure capacité et pour avoir une meilleure performance au niveau européen. C'est une nouveauté, je pense en particulier au spatial, qui méritait d'être signalée. Voilà, Mesdames les Présidentes, Mesdames et Messieurs les députés, la méthode que je souhaite mettre en œuvre
et je souhaite développer. J'ai identifié les fondamentaux, j'ai identifié les premiers résultats. C'est un long travail. L'institutionnel, de mon point de vue, viendra après. Il viendra quand les choses seront mûres. Si on commençait par mettre l'institutionnel d'abord, en plus, nous avons aujourd'hui une boîte à outils qui fait que toutes les capacités institutionnelles sont ouvertes. Il ne faut pas en créer une nouvelle. Il faut simplement que l'institution qui clôturera que l'institution viendra, il faut simplement que l'institution vienne clôturer l'ensemble du processus que nous sommes en train de mettre en œuvre, même si parfois c'est difficile et même si parfois il y a beaucoup d'incompréhension à dépasser. Mais c'est le rôle de la France d'être à l'initiative dans ce domaine. Elle l'a toujours été en matière européenne, elle doit le rester et l'être encore davantage en matière d'Europe de la défense. Je vous remercie de votre attention. Je pourrais répondre à quelques questions que vous avez posées tout à l'heure, mais je crois d'avoir déjà repris une bonne partie. Bien, merci, Monsieur le Ministre. Je crois en effet que la méthode que vous suivez est la bonne. D'ailleurs, elle renoue avec une tradition qui avait connu quelques succès. Nous avons des marges de progression à l'intérieur des traités actuels qui n'ont pas été utilisées ces dernières années, donc rien ne sert de se précipiter dans des innovations institutionnelles. Essayons de faire avancer concrètement les choses et ensuite nous verrons bien si nous avons besoin d'avancées institutionnelles supplémentaires. Ceci vaut pour la défense comme ceci vaut d'ailleurs pour d'autres sujets. Alors, il y a 18 inscrits. Donc, comme je crois que vous devez partir dans 1 heure, je vous propose de donner la parole aux 18 intervenants d'affilée. Si vous-même ou vos collaborateurs pouvez noter les questions et de répondre en bloc, car sinon je crains que nous n'ayons pas le temps de donner la parole à chacun. Alors je crois que c'est M. Joachim Peillot et Yves Promion qui doivent commencer, puisqu'ils sont l'auteur, donc responsables d'une mission d'information de la Commission des affaires européennes sur la politique européenne de défense. Mesdames les Présidentes, Monsieur le Ministre, merci de votre intervention qui démontre bien votre volonté de faire avancer l'Europe de la défense, qui est une nécessité, puisque vous avez rappelé avec des exemples précis les budgets de défense au niveau de l'Europe se resserrent. Et puis, vous avez également fait allusion à la réorientation stratégique américaine, je pense à leur attention renforcée concernant l'Asie. Je voulais vous poser une question, puisque dans le traité de Lisbonne, on a effectivement un outil qui m'a paru important, la coopération structurée permanente. Et je me suis posé la question de savoir si, dans le cadre de l'opération au Sahel en préparation 2013, on ne pourrait pas utiliser cet outil de coopération structurée permanente. Et puis j'avais une deuxième question concernant la déclaration que vous venez de faire le 27 novembre, qui me paraît importante. Il s'agit du lancement d'un pacte défense PME pour aider les PME à accéder au marché public de la défense. Et l'une des 40 mesures proposées, la mesure numéro 18, vise à promouvoir le soutien des PME au niveau européen. Elle s'intitule, vous l'avez dit d'ailleurs, prendre des initiatives au sein de la task force. Alors, à quelle initiative pensez-vous concrètement et de façon plus générale, quelles retombées ces PME pourraient-elles espérer d'une relance de l'Europe de la défense? Voilà les deux questions précises, mais je voudrais vous remercier parce que vous avez répondu à de nombreuses questions que je m'étais posées et donc je m'arrêterai sur ces deux points-là. Oui, merci Madame la Présidente. Je voudrais d'abord, Monsieur le Ministre, me féliciter des propos que vous avez tenus sur les conclusions du rapport Védrine et de vos propres conclusions d'ailleurs sur la réintégration pleine et entière de la France dans le dispositif de l'OTAN. Il n'y a pas si longtemps, nous avons entendu un certain nombre de propos sur cette initiative qui montrait bien qu'il n'y avait pas forcément beaucoup de bonne foi chez ceux qui les prononçaient. On voit aujourd'hui que l'initiative qui a été prise, finalement, reçoit l'aval de tous et c'est une très bonne chose. Ne voyez naturellement aucune malice dans mon propos, Monsieur le Ministre, ça va de soi. J'en suis pas capable, bien évidemment. Je vous en remercie. Et même chose d'ailleurs sur l'accord franco-britannique et la partie du nucléaire,
qui est un peu le cœur de cet accord. Je sais bien que ça n'a pas non plus toujours été admis, mais je vois bien qu'aujourd'hui, tout le monde comprend l'importance de cette initiative et de l'importance très concrète qu'elle représente pour nous-mêmes comme pour les Britanniques, mais peut-être surtout pour nous-mêmes. Je vais revenir sur votre propos, bien sûr, Monsieur le Ministre, et ça a été rappelé il y a un instant par les différentes présidentes. Il y a au fond beaucoup d'initiatives qui ont été prises en matière de défense européenne depuis une dizaine d'années, mais il est vrai qu'elles ne sont pas visibles. C'est d'ailleurs un des propos qui est le nôtre dans ce rapport que nous sommes en train d'élaborer avec mon collègue Joachim Puyot, où nous voulons d'abord faire un point d'étape sur tout ce qui a été fait. Et je pense que ceux qui liront ce rapport vont être étonnés de la masse d'initiatives qui ont été prises et qui sont des initiatives concrètes et qui ont apporté effectivement quelque chose. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans un paysage de terre brûlée où l'Europe de la défense ne serait qu'un mot vide autour duquel on tourne tristement depuis une décennie. Non, il y a beaucoup de choses qui ont été faites, il y a beaucoup de choses qui fonctionnent, il y en a beaucoup, hélas, qui devraient fonctionner et qui ne fonctionnent pas, mais je crois qu'on sera étonné de ce qu'est aujourd'hui le contenu de l'Europe de la défense. Mais le problème, c'est qu'effectivement, il y a un manque de visibilité. Et ça, je crois que tout le monde le sait bien. Alors, sans vouloir faire assaut de cartésianisme, ce qui est évidemment bien français, je pense néanmoins que vous disiez il y a un instant, il ne faut pas forcément faire appel à l'institutionnel pour encadrer les choses. Moi, je ne partage pas tout à fait ce point de vue. Je suis d'accord avec vous pour dire qu'il ne faut pas réinventer autre chose. Mais que par contre, le fait de regarder dans le traité de Lisbonne ce qui existe, ce qui a été mis au point par ceux qui ont rédigé le traité, et notamment ceux qui ont écrit le protocole sur la coopération structurée permanente, il y a là un outil qui présente les caractéristiques de souplesse, de pragmatisme que vous avez vous-même mis en avant tout à l'heure, et qui doit permettre d'assurer une meilleure visibilité, une meilleure crédibilité de toutes les initiatives qui ont été prises en ce moment. Et je crois qu'il ne s'agit pas là d'inventer quelque chose pour se donner le plaisir d'avoir réinventé quelque chose. C'est dans la boîte à outils qui figure dans le traité de Lisbonne, que figure cette coopération structurée permanente. Et je vois bien que quand on fait notre petit tour d'Europe en ce moment avec mon collègue, ça suscite un grand intérêt chez beaucoup de gens. Sauf qu'on n'a peut-être pas su encore vraiment expliquer tout ça. Il me semble que la France a là un devoir, je sais que vous vous y attachez, Monsieur le Ministre, mais on a là un devoir, c'est d'essayer de lancer ce processus, parce qu'il est un processus qui englobe les initiatives. C'est au fond le principe actif de la PSDC. Voilà, donc je voulais vous demander, Monsieur le Ministre, si dans ce domaine-là, vous ne pensez pas qu'il faille être un peu plus pédagogue et peut-être un petit peu plus actif, pushing, pour employer un mot tout à fait français, que tout le monde comprendra bien. Voilà. Je vous remercie de ce que vous pourrez me dire. Avec un dernier mot pour dire qu'en plus, parce qu'il y a 20 oui, la coopération structurée permanente n'est pas antagoniste avec l'OTAN. Et ça, c'est extrêmement important. Merci beaucoup. Daphna Poznanski-Benamou, qui appartient à la Commission de la Défense. Merci Madame la Présidente. Merci Monsieur le Ministre de votre intéressante intervention. Une indication et une question. Une indication: à Chypre, lors de la réunion de la conférence sur la politique étrangère commune et la politique de sécurité et de défense commune, les délégations françaises et allemandes avaient préparé des amendements au règlement intérieur, comme on nous l'avait demandé. Et lorsque nous sommes arrivés, les amendements ont tous été repoussés par la présidence chypriote, sans explication, seuls les amendements britanniques étant acceptés sans aucune explication non plus. Donc, le diable se nichant dans les détails... Des amendements à quoi? Parce que j'ai pas... au règlement intérieur de la conférence. Donc, le diable se nichant dans les détails, je vous l'indique afin qu'on puisse vérifier l'escamotage et les raisons de l'escamotage. Ma question maintenant: la semaine dernière, le président du Burkina Faso, M. Blaise Compaoré, a reçu toutes les factions maliennes à Ouagadougou, et y compris les mouvements que nous pensons terroristes, qui le sont certainement, Anvar et Ansardine, et ces factions ont déclaré
leur attachement aux frontières actuelles du Mali, ce qui est plutôt sympathique, mais aussi, et de manière assez surprenante, ces mouvements terroristes ont clamé leur rejet du terrorisme. Alors ma question, c'est quel crédit doit-on accorder à ce genre de réunion, à ce genre de déclaration, et finalement, n'est-ce pas simplement pour diluer la volonté des Européens et des Africains pour une intervention éventuelle? Merci. Philippe Baumel pour la Commission des Affaires étrangères. Mesdames les présidentes, Monsieur le ministre, ma question va prolonger celle de ma collègue, puisque je voudrais poser une question sur l'Afrique et sur la situation en Afrique. Ce continent accueille aujourd'hui une grande majorité des opérations de maintien de la paix de l'ONU. L'Europe, vous l'avez rappelé vous-même, est impliquée en Somalie et s'apprête à le faire aussi au Mali. Pourtant, il semble bien difficile d'avancer dans ce domaine. La France et le Royaume-Uni sont particulièrement impliqués, mais peinent à entraîner les autres pays européens. Les États-Unis, dans une stratégie de rééquilibrage que vous avez évoquée, semblent vouloir regarder ailleurs et semblent à nouveau vouloir nous déléguer un certain nombre d'interventions là où il y a des situations que l'on ne peut laisser se perpétuer. Et dans ces conditions, je voudrais connaître votre point de vue sur l'avenir de la politique européenne de sécurité et de défense en Afrique. Comment l'Europe va-t-elle pouvoir agir efficacement, véritablement au Sahel? Est-elle susceptible d'intervenir dans d'autres régions du continent? Je pense tout particulièrement à la République démocratique du Congo, avec ce qui se passe à l'Est et avec l'envahissement par le Rwanda et le soi-disant M23 d'une partie du territoire du Congo, République démocratique, et où l'ONU, malheureusement, n'a pas été d'une efficacité particulière et où peut-être il faudrait muscler aujourd'hui la MONUSCO avec peut-être un apport qui pourrait venir de forces européennes. Merci, Monsieur le Ministre. Merci. Christophe Léonard. Mesdames les Présidentes, Monsieur le Ministre, je souhaite obtenir un approfondissement de votre analyse sur la stratégie, j'appellerais dichotomique, poursuivie actuellement par la France en matière d'Europe de la défense. Avec d'un côté la volonté d'aller plus loin dans l'intégration de nos forces conventionnelles au travers du groupe dit du triangle de Weimar+, et de l'autre côté la recherche d'une coopération stratégique en matière nucléaire avec les accords de Lancaster House ou traité de Londres. Comme on a coutume de dire dans ma circonscription des Ardennes, le mouvement vient en marchant, Monsieur le Ministre. Or, pour un bon équilibre, il faut certes mieux marcher sur deux pieds, mais il est encore mieux que ces deux pieds s'articulent de façon coordonnée. Ma question est donc simple. Quelle est votre stratégie personnelle au-delà des lignes forces que vous avez évoquées en introduction? Et donc, quelle est la stratégie de la France pour mettre en synergie, en complémentarité, en coordination institutionnelle et opérationnelle ces deux piliers de l'Europe de la défense que sont Weimar+ et Lancaster House, et ainsi faire émerger une politique européenne de défense qui intègre tous les paramètres d'une politique de défense efficace? Merci. William Dumas. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, compte tenu de la crise économique européenne, les budgets des États membres sont de facto restreints et la défense est par conséquent, je pense, reléguée un peu au second plan. Cette réduction ne risque-t-elle pas de conduire au déclin stratégique de l'Union européenne, même si beaucoup de spécialistes européens dans le domaine de la défense pensent que la réduction des budgets pourrait être contournée si une véritable défense européenne émergeait, qui ne serait plus, disons, la simple capacité des États, mais une vraie défense intégrée. Et ma deuxième question, dans un récent article du 3 décembre, la France a confirmé sa participation au centre d'excellence de cyberdéfense de l'OTAN. Pouvez-vous nous apporter quelques informations? Merci. Daniel Boisserie. Oui, merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, il semble que votre réunion du 15 novembre dernier avec vos collègues européens de la défense et des affaires européennes était très fructueuse en matière de défense européenne, je précise. Depuis, l'OTAN nous a fait savoir qu'il allait déployer des batteries de missiles patriotes en Turquie. L'Allemagne est impliquée, les Pays-Bas aussi. Est-ce que ça a fait l'objet d'une concertation et est-ce que éventuellement il peut y avoir participation de nos forces sur ce territoire? Madame Recalde. Oui, Monsieur le Ministre, l'Asie investit aujourd'hui plus que l'Europe dans ses budgets militaires.
la crise économique et le rôle stratégique des grands pays émergents, comme les changements politiques de la politique extérieure américaine que vous avez rappelé, Monsieur le Ministre, nous obligent, nous, Européens, à repenser notre place, vous l'avez dit. Dans sa volonté de défendre une Europe ambitieuse, le président de la République a fait de la relance de l'Europe de la défense une priorité et nous nous en réjouissons tous ensemble. Or, comme l'a souligné le rapport Védrine, si le retour dans le commandement intégré de l'OTAN a permis à la France d'exercer un rôle stratégique croissant, les investissements gigantesques de l'industrie militaire américaine placent de nombreux partenaires européens dans une situation de dépendance technologique. Les industriels que nous auditionnons depuis quelque temps dans la Commission de la Défense analysent aussi cette situation sous l'angle de la protection. C'est-à-dire que les achats de certains de nos partenaires européens relèveraient d'une volonté de se placer de fait sous le parapluie américain. C'est ce que nous entendons lors de nos auditions. Ma question est simple. Déterminer le cadre d'une nouvelle politique de sécurité et de défense commune ou collective suppose, comme vous l'avez dit, la mise en œuvre d'une stratégie industrielle coordonnée au niveau européen. Dans le cadre de vos discussions avec vos homologues européens, l'angle industriel apparaît-il comme un facilitateur dans la recherche d'une stratégie commune de la défense au plan européen? Merci. Gilbert Lebris. Oui, Monsieur le Ministre, j'ai retenu votre postulat. Il faut passer de consommateur de sécurité pour devenir producteur de défense. Tout à fait d'accord avec ça. Il y a un projet pragmatique, concret, qui se pose à nous, qui est celui de la défense antimissile balistique, la DAMB. Il faut qu'il y ait un pilier européen de la DAMB, comme il y aura un pilier américain, parce qu'il y a quand même deux logiques très différentes dans ce domaine-là. Il y a la logique de défense de théâtre, qui est plutôt la logique européenne, et il y a la logique de défense de territoire, qui est plutôt la logique américaine. Et on peut comprendre la logique américaine, puisqu'ils sont entourés de deux océans, et ils ont des milliers de kilomètres de profondeur stratégique. En plus, il n'y a qu'un seul décideur, c'est leur président. Nous, on n'a pas tout cela. Alors la question qui se pose, c'est est-ce que le système DAMB sera réellement européen ou est-ce qu'il sera seulement en Europe? C'est deux logiques complètement différentes et je crois qu'on a une importance dans ce domaine-là, c'est d'apporter une contribution qui soit réellement en briques technologiques et pas simplement financière. Alors, où en est-on dans ce domaine? Nicolas Dhuicq. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, même si je tiens à rappeler que concrètement, à chaque fois qu'il a fallu aller au sol, les soldats de Sa Majesté ont été aux côtés du soldat français. Le Premier ministre britannique a proposé dernièrement la vente de l'Eurofighter à la Jordanie et au Oman, avec l'appui de l'Arabie Saoudite. Cette démarche vous inspire, Monsieur le Ministre, quelle réaction de votre part quant au soutien politique à nos exportations d'armement? Damien Mello. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, l'Europe a toujours avancé grâce à l'axe franco-allemand en matière de défense comme en général. Récemment, le groupe Weimar Plus s'est réuni. Or, il semble que certaines divergences se fassent jour entre les positions allemandes et françaises qui entraînent pour le moins de l'incompréhension entre nos deux pays. Pouvez-vous nous faire le point sur les positions françaises et allemandes et nous faire part de votre point de vue en la matière? Excusez-moi, Madame la Présidente, sur quel sujet? Parce que... Sur l'Europe de la défense, entre l'Allemagne et la France, il y a un certain nombre de positions divergentes. Chantal Guittet. Oui, merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, vous avez parlé donc de l'Europe de la défense autour du concept de mutualisation et de partage capacitaire. Alors, je voulais savoir si dans la mutualisation et le partage, il y avait l'investissement humain, notamment la formation. Et deuxième chose, si c'est vrai que certains projets ont été des grands succès européens, je voulais savoir si vous ne voyez pas des limites dans ce partage de moyens, notamment, moi il me semble qu'il est plus facile de partager des moyens de défense que des moyens offensifs. Et que si on va jusqu'au bout de l'Europe de la défense, est-ce que ça n'implique pas qu'il y ait une Europe politique et à ce moment-là que la France renonce à une certaine indépendance? Donc je voulais savoir quel était votre point de vue là-dessus et si ça se rapprochait du concept de smart défense que défendait l'OTAN. Voilà. Si ce concept de partage et de mutualisation se rapprochait du concept de smart défense que défendait l'OTAN.
Merci. Axel Poniatowski. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, moi je partage aussi globalement vos vues sur la poursuite de la construction de l'Europe de la défense. Difficile d'envisager une Europe de la défense plus globale, plus intégrée, tant qu'on n'a toujours pas d'Europe politique, et malheureusement on l'a encore vu la semaine dernière avec le vote au sujet de la reconnaissance de l'État palestinien, où finalement tous les États européens se sont prononcés de façon différente. Nous avons voté pour et nous avons bien fait. Les Britanniques sont abstenus et il y a même eu certains pays européens qui ont voté contre. Par conséquent, la poursuite de l'Europe de la défense à travers les coopérations renforcées, c'est bien évidemment la bonne solution. Et en particulier en matière industrielle. Je pense que nous avons été, tous vos prédécesseurs, et depuis très longtemps, trop timides en matière industrielle, et domaine dans lequel pas grand-chose ne se passe aujourd'hui. En revanche, je suis beaucoup plus inquiet sur ce que vous nous dites sur le Mali. Vous êtes visiblement en train de préparer quelque chose, et moi j'aimerais en savoir plus, parce que je pense que c'est un sujet sur lequel, c'est pas tout à fait le sujet d'aujourd'hui, sauf que vous l'avez abordé à plusieurs reprises. Et moi je suis inquiet de ce que vous êtes en train de préparer, je suis inquiet de la participation éventuelle de la France dans les différentes opérations. Si je comprends bien ce que vous nous dites qu'il y a à la fois l'affaire des États africains réunis sous la CEDEAO, sous couverture de l'ONU, mais dans lequel nous participerions également, d'une façon ou d'une autre, je ne sais pas comment, et puis que par ailleurs, le Mali est un État totalement délabré, où les grandes fonctions régaliennes ne sont absolument pas assurées, et que donc par ailleurs, la France contribuerait à une forme de réorganisation d'un certain nombre de services de cet État, de l'État malien. Moi, je dis attention, on est quand même avant tout sur une problématique qui est fondamentalement régionale. Il n'y a pas de... et que monter en première ligne, ça me semble être tout à fait contradictoire avec ce que votre collègue, le ministre des Affaires étrangères, nous a déclaré il y a 15 jours, où justement il nous a dit qu'il ne s'était pas rendu au sommet de Tombouctou pour justement faire en sorte que la France n'apparaisse pas comme étant en première ligne dans cette intervention qui se prépare. Donc moi, je suis inquiet de ce que vous nous annoncez ou de ce que vous nous préparez au sujet du Mali. Je vais passer la parole au ministre. Moi, j'ai pas entendu ça, mais bon, toutes les questions sont légitimes. Et le ministre veut peut-être intervenir. Je vais peut-être répondre tout de suite sur le Mali parce que il ne faut pas qu'il y ait d'ambiguïté. Alors je me suis peut-être mal exprimé, donc je vais reprendre. J'ai parlé du Mali en termes de contribution, exemple de contribution à la constitution d'Europe de la défense. Et j'ai rappelé que la première initiative qui a été prise par nos soins était à la réunion informelle des ministres de la Défense au mois de septembre à Chypre, où nous avons mis sur la table la question de la sanctuarisation terroriste qui était en train de se mettre en œuvre au nord du Mali. Et j'ai dit à ce moment-là que ça me paraissait être une question européenne et que la sécurité de l'Europe pouvait être mise en danger progressivement si cette évolution se poursuivait, et depuis elle s'est poursuivie. Il s'est ensuite produit une prise de décision des ministres des Affaires étrangères, des 27, pour dire oui, il faut élaborer un concept de gestion de crise au Mali. Parallèlement à cela, il y a eu une décision des Nations Unies à la demande des pays africains pour dire qu'il faut prévoir une intervention des pays de l'Afrique, enfin de la CEDEAO et de l'Union africaine pour reconquérir le nord du Mali. Les deux choses sont concomitantes. Et ce qui est en train de se préparer, ce n'est pas une intervention de la France au Mali. Alors, si je m'excuse d'avoir mal dit les choses, c'est une intervention de l'Europe en soutien de la constitution, de la reconstitution de l'armée malienne. Ce n'est pas du tout la même chose. Qui, elle-même, dans le cadre du plan qui sera proposé aux Nations Unies, devra intervenir dans le cadre de l'action menée par les pays d'Afrique de l'Ouest pour la reconquête du Mali, elle, à sa place, dans la MISMA qui se met aujourd'hui en œuvre
au niveau africain et dont les objectifs seront normalement validés dans une prochaine réunion au niveau des Nations Unies. Donc ce n'est pas du tout la mise en avant, c'est au contraire le fait que l'Europe prend ses responsabilités pour assurer la formation et la reconstitution d'une armée qui n'est pas aujourd'hui en situation. Donc en aucun cas nous serons en première ligne, nous serons en soutien de formation. Eh bien, on verra bien qui est l'Europe au Mali. Alors attendez, je vais jusqu'au bout. Il y aura une décision prise lundi prochain sur, on peut dire, la feuille de route, le Conseil de gestion de crise qui sera validé par les ministres des Affaires étrangères et à la suite de quoi il sera fait appel aux partenaires qui voudront bien mobiliser des formateurs de l'armée malienne sur le terrain. Et c'est un nombre entre 250 et 350 militaires. C'est ça les chiffres. Dont la mission sera d'assurer la reconstitution, la formation de l'armée malienne. Et c'est là que la France dit, moi je serai présente, mais d'autres ont déjà dit qu'ils seraient présents. Et puis, parallèlement à cela, l'Union européenne, peut-être pas dans la même constitution des partenaires, mais l'Union européenne sera amenée à cristalliser la bonne articulation de la mise en œuvre des forces des différents pays africains concernés en soutien, mais pas du tout en première ligne, pas du tout en intervention, en aucun cas. Donc je voulais bien me remettre ça au point parce que j'ai dû m'exprimer très mal pour que vous ayez compris cela. Donc il n'y a pas de votre interprétation n'est pas celle-là. Merci, Monsieur le Ministre. Moi, j'avais entendu aussi ce que vous venez de dire. Voilà. Mais voilà, en tout cas, c'était bien, s'il pouvait y avoir un doute, que ce soit précisé. Alain Lamassoure. Merci, Madame la Présidente. Merci de votre invitation. Monsieur le Ministre, je partage aussi tout à fait votre philosophie. Dans l'Europe de la défense, ce qui a manqué jusqu'à présent aux dirigeants, c'est le sens de l'urgence. La montagne a accouché d'énormément de souris, beaucoup de bureaucratie, beaucoup d'états-majors. Vous avez rappelé tout à l'heure les groupes de bataille, etc. On a laissé passer les grandes occasions qui ont été la fin de la guerre froide, la tragédie de 2001 qu'a rappelé la présidente, d'une certaine manière l'occasion qui était le retour de la France dans l'OTAN. Et maintenant, comme le disait William Dumas, nous avons une formidable occasion, nous sommes ruinés. Nous n'avons plus d'argent. Et nous n'avons plus d'ennemis. Donc, naturellement, dans tous les pays, c'est d'abord sur les budgets de la défense qu'on fait porter l'effort d'économie. Alors, il y a deux options. Ou bien on continue ce qui est engagé déjà depuis plusieurs années dans tous nos pays, chacun réduit son budget. Et à ce moment-là, nous nous retrouvons dans quelques années avec 27 armées d'opérettes incapables de mener le moindre combat. Ou bien nous essayons de mutualiser. Alors, naturellement, c'est cette deuxième option dans laquelle vous engagez. Et naturellement, nous nous en réjouissons. Il est clair qu'on ne peut pas travailler, aller très loin à 27 dans le cadre de l'Union européenne des 27. Il faut faire de la coopération structurée. Ce que je ne comprends pas très bien, c'est votre méthode et votre calendrier. Parce que le document que vous avez adopté à Weimar Plus, c'est une liste de tâches. Mais ce n'est pas une analyse commune des menaces. La première chose à mutualiser, c'est l'analyse des menaces. À partir de là, l'analyse de la stratégie. Et on en déduit un programme d'action, un calendrier, une méthode de travail, une structure de travail et de décision. Et ça n'est pas ce qui apparaît jusqu'à présent. D'autre part, nous, Français, nous avons engagé la rédaction d'un livre blanc. Il aurait mieux valu le placer dans le cadre d'un livre blanc européen. Nous apprêtons à mettre en place une programmation d'équipement sans attendre un accord plus vaste. Et donc nous allons imposer à nos partenaires les choix qui auront été les nôtres. Donc je ne vois pas très bien la cohérence de tout ça. On ne débouchera pas forcément d'une souris à un tigre, mais si on pouvait arriver à un chat, ça serait déjà un progrès. Merci. C'est pas parce qu'on est au Parlement européen qu'on perd son sens de l'humour. Hein. Pierre Lequillier. Oui, Monsieur le Ministre, je crois, comme vous l'avez dit d'ailleurs, que avant de passer à l'institutionnel, et déjà on n'utilise pas suffisamment l'institutionnel, il faut en passer par du concret, et notamment l'industriel. Et je trouve que vous n'avez pas été assez précis là-dessus, puisqu'on veut du concret.
Moi, je crois que dans le domaine de l'industriel militaire, il faut se donner des programmations très à l'avance. Hein. C'est pas en 2-3 ans, c'est bien en amont qu'il faut le faire. Alors, je voudrais vous poser une question précise. Est-ce qu'on a défini de nouveaux programmes de construction militaire européens? Et lesquels? Et la deuxième chose, c'est que je crois aussi que c'est à travers une coopération structurée permanente qu'on peut le faire. Alors, la coopération structurée permanente, comme le dirait Jacques Delors, c'est ceux qui le veulent et ceux qui le peuvent. Et on sait quels sont les pays qui le veulent et qui le peuvent. Mais on n'a pas utilisé encore de façon... on n'a pas posé sur le papier cette coopération structurée permanente. Quand est-ce qu'on va le faire? Voilà les deux questions que je voulais vous poser, en précisant que même si il n'y a pas un lien direct, il me semble que vous n'avez cité à aucun moment le nom de Madame Ashton. Est-ce un hasard? Jacques Millard. Merci, Madame la Présidente. Moi, je voudrais saluer le réalisme du ministre qui est confronté à la réalité au quotidien pour faire avancer le schmilblick. Et je suis absolument d'accord avec ce qui a été dit sur la nécessité d'avoir des projets industriels, soit à 2, soit à 3, à condition qu'on mette un pilote dans l'avion, Monsieur le ministre. C'est-à-dire qu'il y a un maître d'œuvre, une cohérence, et on voit très bien que c'est cela qui peut marcher. Et il ne suffit pas, je dirais, d'additionner les canards boiteux pour avoir un canard valide, parce que le problème, il est là. Il est là parce que nos petits camarades européens ont aliéné leur volonté de défense dans la main des Américains, et effectivement, il y a un passager clandestin dans cette question européenne. Ce passager clandestin, ce sont les États-Unis. On sait très bien que même quand on coopère avec les Anglais en matière de coopération nucléaire, dans le fond de la salle, il y a le veto américain. Donc c'est là où il y a un problème réel. Et donc c'est à nous de forcer dans un certain nombre de domaines, à condition d'avoir des projets crédibles, des projets bien définis, et il ne faut pas rêver quand j'entends qu'on va faire je dirais une coopération structurée dans ce domaine-là, mais enfin cessons de rêver. Personne d'autre, en dehors de peut-être de quelques membres de cette noble assemblée, le veulent. Le problème, il est là. Donc ce passager clandestin, et ça a été évoqué par l'un de nos collègues de manière antérieure, c'est bien sûr la question fondamentale dans le bouclier antimissile. Quelle est la position de la France? Car moi, je ne vois plus où est la position de la France dans ce domaine de bouclier antimissile. Si c'est pour être le porteur de valise des Américains, plions les Gaules. Nicole Hamelin. Merci Madame la Présidente et merci Monsieur le Ministre. Entre l'institutionnel et le concret, je vois aussi le politique. Et je pense que ce que vous avez dit dans votre introduction concernant la redéfinition, la réévaluation des enjeux de l'Europe vis-à-vis de sa propre sécurité, mais aussi vis-à-vis d'un monde qui change, qui se réarme et dont les Américains ont déjà anticipé l'évolution, me paraît très important. Quels instruments imaginez-vous pour cette réévaluation commune des enjeux? Car je ne pense pas qu'on puisse effectivement fonder une démarche opérationnelle sans avoir une vision au moins partagée sur les grands enjeux. À cet égard, vous avez cité la cyberdéfense. Est-ce que ce ne serait pas effectivement un élément fédérateur d'une conscience européenne de sa propre sécurité collective qui permettrait déjà d'avancer sur un point important? Et deuxièmement, ma question concerne le lien transatlantique. Comment voyez-vous le renforcement de ce lien qui est important pour le rééquilibrage États-Unis-Europe? Jugez-vous qu'un rapprochement plus important encore entre l'AED et l'OTAN est envisageable? Et comment voyez-vous ce nouveau partenariat qui semble avoir une première définition d'ailleurs avec la Smart Défense, mais qui pourrait, et c'est ma troisième et dernière question bien sûr, aussi prendre la traduction de ce que Madame Clinton évoquait en parlant de Smart Power. Monsieur le ministre, peut-on imaginer une cohérence plus forte entre les politiques de développement et notamment la défense pour la prévention des conflits et aussi pour la reconstruction des nations en sortie de crise? Car au fond, on s'aperçoit que, et c'est je crois la nouvelle politique américaine,
qu'il faut lier l'ensemble des politiques d'une manière plus cohérente. Merci. Et enfin, le dernier intervenant est Philippe Folliot. Oui, Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, il y a un aspect qui n'a pas été abordé et qui a trait au fait que sur les 27 pays européens, j'allais dire quasiment tous, ou la plupart, l'immense majorité, sont uniquement continentaux et européens. La France et peut-être quelques autres pays, je pense à l'Espagne, le Portugal, les Pays-Bas et la Grande-Bretagne pour l'essentiel, ont un caractère ultramarin. Plus nous irons dans une Europe de la défense, n'y a-t-il pas un risque, j'allais dire, pour des éléments relatifs à la défense et à la souveraineté et à cette spécificité qui est celle de notre pays dans son cadre ultramarin? Y a-t-il un certain nombre de garde-fous qui sont mis en avant par rapport à cela? Parce que c'est une chance pour notre pays que de disposer du deuxième domaine maritime au monde avec nos 11 millions de kilomètres carrés, bientôt 12, de zones économiques exclusives. Et donc, est-ce que, selon vous, par rapport à cette notion d'avancée en matière d'Europe de la défense, cette spécificité, j'allais dire bien française qui est la nôtre, doit-elle être prise en compte à sa juste proportion? Merci, chers collègues. Voilà, Monsieur le Ministre, vous avez l'ensemble des 19 ou 20 questions, je ne sais plus. On pourrait y passer plusieurs jours. Donc je vais essayer de répondre, peut-être pas dans l'ordre initial, mais je vous prie de m'en excuser si ce n'est pas tout à fait dans l'ordre, puisque je voudrais d'abord revenir sur le Mali suite à la médiation de M. Comparé. Je ne sais plus qui m'a posé la question, mais s'il y a... Oui, c'était vous. On a observé qu'il y avait cette rencontre avec le MNLA en Sardine, pas les autres. S'il y a une avancée politique permettant d'éviter une situation conflictuelle, tant mieux. Et peut-être que s'il y a eu cette initiative prise, c'est parce que l'Union européenne, d'une part, et le Conseil de sécurité, par ailleurs, avaient pris des positions qui montraient la perspective vers laquelle nous allons. Donc nous voulons avancer au Sahel sur les deux jambes. Il y a un objectif militaire, si d'aventure cela s'imposait, pour lutter contre le terrorisme, et l'autre qui est d'essayer de trouver une solution politique avec les groupes du Nord, à condition qu'ils rejettent et le terrorisme et la partition du Mali. Bon, l'affichage est là, restons vigilants parce que pour l'instant, ce n'est pas la première fois que ce type de déclaration a été faite. Je voudrais revenir sur les interventions de la présidente tout à l'heure pour dire que sur le traité de commerce des armes, la France a pris une position très, très en pointe. J'ai eu l'occasion d'ailleurs de le dire lorsque j'ai été auditionné par la Commission de la Défense des Affaires étrangères sur les exportations d'armes. Et le sujet va être remis à l'ordre du jour en 2013, puisque ça a été acté à l'Assemblée générale des Nations unies. Et la France restera en pointe dans cette initiative, car c'est incontournable que nous puissions trouver un accord sur la régulation du commerce des armes. Donc nous sommes en pleine phase sur ce point. Et sur les armes de petit calibre, ce sont les armes qui tuent le plus de monde aujourd'hui. Et l'Union européenne est très active dans de nombreux programmes pour maîtriser les contrôler et les retirer des théâtres de crise. Et c'est un sujet sur lequel la France est particulièrement active, et nous veillerons à ce que l'Union européenne continue à financer ce type d'actions qui permettent le désarmement des milices, la réintégration des armes et la démobilisation. Vous savez que cette question se pose en particulier aujourd'hui, par exemple, en Libye. Et sur la Libye, voilà une nouvelle opportunité, puisqu'on parle de l'Europe de la défense par l'action et par la preuve, d'actions potentielles de prévention qui seraient plutôt civiles. Je disais que l'Union européenne avait à sa disposition une panoplie
de capacités d'action complémentaires et pouvait agir de manière globale sur la Libye. Il y a eu pour l'instant plusieurs missions d'études qui ont été menées, de diagnostic. Peut-être qu'il sera prochainement possible d'engager sur la Libye une mission civile plus globale pour que l'Union européenne soit plus active dans la gestion post-conflit. C'est un sujet qui ne dépend pas directement de ma compétence, qui est une compétence plutôt du ministre des Affaires étrangères, mais c'est un sujet qui est aujourd'hui d'actualité et qui risque d'amener à un certain nombre d'initiatives dans les jours qui viennent. Je reviens sur la question de M. Dumas concernant la cyberdéfense. Oui, voilà un sujet majeur pour l'avenir. C'est un sujet très sensible et nous avons décidé de contribuer au centre d'excellence de l'OTAN sur la cyberdéfense en envoyant quelques officiers en tant que formateurs à Tallinn pour rentrer dans ce processus. Je ne vois plus où est M. Dumas. Tout à fait. Mais je reviens plus sur la problématique de départ que j'ai évoquée et qui a été reprise par certains intervenants concernant l'articulation, M. Fromion en particulier, concernant notre place dans l'OTAN. Le rapport Védrine dit ceci, si nous l'avons bien lu et vous l'avez entendu, nous y sommes, nous n'en sortons pas, donc prenons notre place. Et donc c'est sans complexe. Et affichons au sein de l'OTAN notre volonté européenne. C'est aussi simple que cela et ça suppose de la détermination. C'est ce que nous faisons. Et donc concernant la cyberdéfense, puisqu'on parlait de sujets pour l'avenir pour l'Europe, eh bien voilà un vrai sujet de collaboration potentielle. Ça se passe au sein de l'OTAN, mais ça peut se passer de manière européenne au sein de l'OTAN. Je voudrais revenir sur la coopération structurée, puisqu'il y a deux intervenants qui m'ont posé cette question. Sur le concept, oui, mais je pense que dans l'état actuel de la position des uns et des autres, le fait de dire on va se mettre en coopération structurée n'aboutirait pas. Donc, je pense qu'il faut être là encore pragmatique, constater que même pour réunir Weimar+, c'était très compliqué. Et qu'il a fallu beaucoup de compréhension, de discussion pour avoir cette avancée-là. Parce qu'en plus, on sortait, je vous le rappelle, d'une situation, comment dire, pas d'affrontement, mais d'amertume à notre égard sur la manière dont ça s'était passé au moment de Lancaster House, alors qu'il y avait par ailleurs d'autres initiatives. Bon, moi je ne veux pas revenir sur cette période-là, mais je l'ai constaté en arrivant. Et quand on a pris l'initiative de dire on va faire Weimar+, en le disant aux Britanniques, parce que Weimar+ est intervenu juste après l'exercice de Corsica-Lyon, 4 jours après ou 5 jours après, pas quelque chose comme ça. Donc, bah oui, mais c'est à nous, la France, de dire on travaille avec les Britanniques dans le cadre de Lancaster House, mais parallèlement, on fait Weimar+, et on s'engage vers une conception de l'Europe de la défense qui est l'avancée progressive et pragmatique. Au moment où ce type de confirmation institutionnelle pourra se faire, oui, c'est une bonne réponse. Mais je pense qu'aujourd'hui, elle est prématurée. Sur la défense antimissile, je voudrais dire deux ou trois choses. D'abord, il y a plusieurs intervenants qui m'ont posé cette question. D'abord, sur le concept lui-même, il y a eu un accord à Chicago qui est un accord où nous avons pu faire valoir un certain nombre de points de vue pris en compte dans les conclusions de Chicago. D'abord, que la défense antimissile ne remette pas en cause la dissuasion. Ensuite, qu'il y ait un réalisme et une maîtrise des coûts sans extension du financement en commun, qu'il y ait le respect de la décision politique et qu'on ne se prive pas de coopération future avec la Russie.
Et donc, c'est sur la base de ces 4 principes que nous avons validé la défense, le concept de défense antimissile. Le concept avait été adopté à Lisbonne, même s'il a un peu évolué et progressivement on est passé de la défense antimissile de théâtre à la défense antimissile de territoire, comme l'a dit M. Lebrise. Mais bon, c'était déjà engagé auparavant. Mais là, c'était la mise en œuvre de systèmes intérimaires. Et le système intérimaire, c'est aujourd'hui un accord pour la mise en œuvre d'un système qui, pour l'instant, est uniquement américain. Et nous n'avons pris de décision d'engagement financier que sur le C2, c'est-à-dire que sur les organismes de commandement. Point. Nous avons indiqué que dans l'avenir, nous envisageons de contribuer, nous, en nature, dans le dispositif, à la fois par le système SAMPT et aussi par l'alerte avancée que nous pourrons mettre en œuvre par voie satellitaire et par radar, en gardant la garantie de nos propres moyens. Donc c'est un processus qui est engagé, qui vise à protéger le territoire d'un certain nombre d'agresseurs potentiels qu'on identifie relativement facilement, mais ce processus-là ne doit pas renier les fondamentaux que je viens d'indiquer. Dans le rapport Védrine que vous avez lu, il y a un certain nombre d'interrogations. En gros, pendant combien de temps ces préventions que nous avons indiquées pourront être validées ou ne seront pas remises en cause. Là, il y a de vraies questions pour l'avenir, mais pour l'instant, nous nous en tenons à cette situation de contribution modeste et d'affirmation de nos principes et surtout d'affirmation de notre identité de décision, qui est un des points les plus importants. Sur les... Est-ce que je peux... Pardon. Non, sur les patriotes en Turquie, puisque je suis dans ces secteurs-là, est-ce que vous pouvez le retrouver sur les patriotes en Turquie, la question était, est-ce que ça a été validé? Oui. Je ne sais plus qui m'a posé la question. Non, il est parti. Le déploiement des patriotes en Turquie a été validé par la réunion des ministres des Affaires étrangères de l'OTAN, hier ou avant-hier. Oui. Donc, parce que la question m'était posée, oui, mais c'est un accord, c'est une décision uniquement défensive et qui engage l'OTAN, mais de manière uniquement défensive, et que sur la question des AWACS, qui ne m'a pas été posée, mais que je pose moi-même, nous avons eu une attitude très réservée, et malgré la pression de la Turquie sur le sujet, les patriotes, ça concerne que les États-Unis, l'Allemagne et les Pays-Bas. Point. Donc c'est une posture qui est une posture très, très identifiée. Je voulais revenir peut-être sur Burkina Faso. C'est fait. DAM, c'est fait. Sur l'Eurofighter, M. Duix, je vais répondre très brièvement parce que ce n'est pas tout à fait le sujet. J'ai eu l'occasion de dire à la commission de la Défense dans une audition récente qu'il ne fallait pas confondre les rôles en ce qui concerne les exportations de matériel militaire de haute qualité, comme c'est le cas du Rafale, mais d'autres. Le rôle des responsables politiques, c'est de créer les conditions politiques permettant à l'industriel de faire son commerce et non pas l'inverse. J'ai constaté dans le passé, vous aussi, que lorsqu'on faisait de la confusion des genres, c'était des échecs. Par contre, j'ai constaté, je ne veux pas en faire l'inventaire, je n'ai pas la peine à cette heure d'être pervers, mais j'ai constaté aussi que lorsqu'on réunissait les conditions, ça marchait. Je me suis rendu il y a très peu de temps au Brésil pour parler de bateaux et pour constater qu'il y avait eu un vrai partenariat stratégique, une vraie collaboration, et qui aboutit au fait que nous avons pu vendre 6 sous-marins et contribuer à la construction
la réalisation d'une base navale pour les accueillir, parce que les conditions politiques de partenariat avaient été établies. C'est en ce sens que, je pense, il faut agir. J'ai constaté, comme vous, que des porteurs d'Eurofighter s'étaient manifestés. Mais si je veux bien refaire l'histoire, ils se sont manifestés la première fois au salon aéronautique de Dubaï. Ça remonte à quelque temps, dans une situation de crise concernant un autre avion. Donc je ne veux pas me situer de cette manière-là, et je pense que cette démarche-là est bien comprise, y compris par les responsables politiques des pays avec lesquels nous souhaitons collaborer. Et quand je peux vous donner un exemple particulier, puisque vous faites allusion aux ventes de matériel militaire et éventuellement aux avions, en Inde, les discussions se passent bien. Sur la base d'un partenariat, j'espère qu'elles vont aboutir, et je ne me suis pas rendu. Mais je m'y rendrai quand le moment sera opportun. C'est comme ça que je conçois mon action, et c'est là aussi du pragmatisme. Sur la question qui a été posée concernant le Smart Defense et pooling and sharing, il y a dans la démarche que nous soutenons d'abord, c'est le pooling and sharing. Et nous contribuons au bon aboutissement dans le cadre de l'Agence européenne de défense de plusieurs sujets. J'en ai évoqué quelques-uns tout à l'heure, y compris des sujets de formation. Il y a dans le pooling and sharing des questions de formation sur les pilotes de chasse, sur les pilotes d'hélicoptères, en particulier, je dis ça de mémoire, mais cela existe. Il faut aussi envisager le pooling and sharing sur l'angle de l'acquisition. Nous sommes réjouis du fait qu'il y ait un accord aujourd'hui entre l'Agence européenne de défense et l'OCAR, qui permettent à l'Agence européenne de défense d'identifier le manque capacitaire et d'élaborer avec les États la manière de remédier au manque capacitaire. Et lorsqu'il s'agit ensuite d'acquérir des matériels, c'est l'OCAR qui s'en charge, qui joue un peu le rôle d'une DGA européenne. La France est totalement partenaire de cet organisme, et une bonne partie des programmes que nous avons aujourd'hui en commun avec d'autres se passe par le biais de l'OCAR. Sur la Smart Defense, ce n'est pas tout à fait la même logique. La Smart Defense a été initiée après que l'Europe se soit dotée et de l'Agence européenne de défense et de la stratégie pooling and sharing. Elle a été confirmée à Chicago, et il a été identifié une série de programmes sur lesquels l'OTAN constatait des insuffisances. Et se sont mises en place, de mémoire, 26 initiatives dans lesquelles identifier avec des groupes de travail permettant d'élaborer les voies et moyens de sortie d'une insuffisance capacitaire. Dans ces groupes de travail, la France est présente dans 14 de ces 26 groupes de travail. Vous me corrigez si je dis des bêtises. Et nous en dirigeons 2 nous-mêmes. Mais notre volonté, c'est de faire en sorte qu'il y ait une complémentarité entre la Smart Defense et pooling and sharing. Il faut le faire pour qu'on soit dans une logique sur le capacitaire, qui était mon pilier 2, pour que l'Europe de la défense prenne toute sa place dans cette dimension-là. Ce n'est pas toujours le cas, et notre vigilance doit être très forte à cet égard pour éviter que la Smart Defense ne se traduise par une démarche qui pourrait, si on n'y prend pas garde, devenir une démarche commerciale d'un certain nombre d'industriels d'outre-Atlantique. Ce n'est pas notre volonté, ce n'est pas ce qui est affiché, mais c'est un risque. Et donc nous voulons être très vigilants pour aboutir à une bonne complémentarité entre pooling and sharing et Smart Defense. Oui, sur l'approche globale, je n'ai pas tout à fait compris la question, Madame Ameline, sauf sur la partie Smart Defense et pooling and sharing, mais je crois avoir répondu. Je dis que la force de l'Europe
et je rejoins ce qui a été dit tout à l'heure sur le fait qu'on n'a pas dit assez ce que l'Europe savait faire. La force de l'Europe, c'est de proposer une réponse globale. Je vais prendre un exemple qui me paraît tout à fait pertinent de ce que l'on peut faire, nous, Européens. C'est la Corne d'Afrique. Nous avons mis en place le dispositif Atalante, qui fait que, en permanence, 6 bateaux européens de plusieurs pays, j'ai plus tous les pays en tête, il y a l'Espagne et l'Italie, mais Malte et puis nous, ça fait pas 6, il m'en manque un, bon, Portugal, je crois. Mais en tout cas, on a une présence permanente dans la zone, plus 4 avions de surveillance maritime. Et figurez-vous que le quartier général de cette opération se tient en Grande-Bretagne et que c'est dirigé par un Britannique. Tout ça est dans le symbolique tout à fait significatif. Et ça marche sur la partie militaire, mais nous avons accompagné ce dispositif, je dis nous l'Europe, d'un dispositif en Somalie qui consiste à former l'armée somalienne. C'est un dispositif qui va être un peu proche de celui qui va être mis en place au Mali pour qu'elle contribue à structurer l'État somalien et qu'à terme, ça puisse permettre à la Somalie d'assurer elle-même ses propres responsabilités dans la zone. Et puis, nous venons de lancer, l'Europe vient de lancer une nouvelle opération qui s'appelle UCAP Nestor, qui consiste à aider les pays riverains de la Corne d'Afrique à se doter des moyens juridiques et des moyens maritimes pour permettre d'éradiquer la piraterie maritime et d'avoir la responsabilité à terme de cette zone sans faire appel aux moyens militaires. Tout ça va ensemble. Et le fait que ça aille ensemble, que ce soit global, donne à l'intervention européenne une grande force. Et ça, c'est une avancée de l'Europe de la défense. Je crois avoir là répondu à votre préoccupation. C'était le Roumain le dernier, excusez-moi, j'avais perdu le 6e bateau, c'est le Roumain. Monsieur Lequillier, sur les nouveaux programmes européens, le sujet qui me préoccupe le plus à l'heure actuelle, il y en a d'autres qui pourraient être mis en avant, mais celui qui me préoccupe le plus, c'est les drones. Oui, il y a là, vous parlez des nouveaux programmes à construire. Il y a là une opportunité considérable que l'Europe ne doit pas rater. Et à l'heure où on parle, notre souci, c'est de faire en sorte que l'on puisse avancer l'Europe de la défense, j'allais dire l'Europe de la défense par les drones, mais bon, c'est peut-être une image un peu raccourcie, mais ça doit être pour nous une préoccupation. Alors, les différents pays susceptibles d'être intéressés par cette capacité ne sont pas tous au même degré aujourd'hui de préparation, ni de volonté d'acquisition, ni de volonté d'agir en commun, ni d'état capacitaire propre, mais il n'y a pas suffisamment de divergence pour bloquer une éventualité d'action commune. Donc nous y travaillons, d'abord en bilatéral, et puis, je l'espère ensuite, de manière plus large. Il y a par ailleurs, dans les domaines à venir, le spatial, la succession du satellite militaire Hélios, par exemple, sur laquelle la France est en pointe. Je sais M. Billard qui disait tout à l'heure qu'il fallait être en avant. Sur le satellitaire, nous sommes en pointe, mais il serait utile que nous soyons plusieurs pour envisager ensemble la génération satellitaire suivante après Hélios. Il y a là un secteur de coopération future tout à fait prometteur. Il y a aussi la guerre des mines, qui est un sujet porteur d'avenir et d'élaboration en commun. Donc il y a des sujets tout à fait possibles d'action et de coopération pour structurer l'industrie européenne. J'en ai évoqué quelques-uns qui sont quand même très lourds et très significatifs pour l'avenir. J'ai l'impression d'avoir répondu à tout. Il y a la question du pli antagonisme entre Weimar et Lancaster. Ah oui, c'est M. Léonard qui disait « Est-ce qu'il y a de l'antagonisme entre Weimar et Lancaster ?» Lancaster est une chose, Weimar est une autre. Il y a d'autres. Alors, en ce qui concerne Lancaster, M. Léonard insistait sur le côté nucléaire. Oui, mais le côté nucléaire, on ne le partage pas, on est à deux. Et nous avons un accord tout à fait majeur qui marche bien, qui est une avancée très, très significative. Et c'est du gagnant-gagnant pour l'un et pour l'autre. Ça restera dans ce cercle.
Sur le reste des initiatives, aucune des orientations n'est exclusive de l'autre. Quand nous allons prendre des initiatives avec les Britanniques, si nous en prenons sur des programmes nouveaux par rapport à ce qui est engagé jusqu'à présent, je ne parle pas de l'opérationnel, mais pour l'opérationnel aussi, nous considérons que si on peut ouvrir à d'autres partenariats de ceux qui veulent, je ne sais plus qui tout à l'heure rappelait de l'or ceux qui veulent et ceux qui peuvent, eh bien ceux qui veulent doivent être en situation de pouvoir venir, c'est ce que nous voulons dire aux Britanniques. Et ce que nous disons aussi à l'ensemble de Weimar, c'est que si nous prenons une initiative sur laquelle nous serions tous les 5 d'accord, et si les Britanniques veulent venir, il faut qu'ils puissent venir. C'est ça l'Europe pragmatique et l'Europe l'avancée par l'action. Et ça sera peut-être des drones, peut-être autre chose, que nous pourrons élargir des Britanniques à d'autres, et peut-être que certains sujets nous le ferons à 3 ou à 4, mais tout cela constitueront des briques qui permettront de construire l'Europe de la défense. Il n'y a pas de notre côté place pour l'exclusive, parce que c'est l'exclusive qui empêche d'avancer, qui a jusqu'à présent empêché d'avancer autant qu'il le faudrait. Pour les industries, il a été dit que les industries doivent travailler ensemble. L'OCAR est un outil très important pour la promotion industrielle de la défense. Il reste qu'il y aura sûrement des partenariats engagés avec un certain nombre d'outils industriels qui existent dans plusieurs pays européens. Des accords ont failli se faire, ils n'ont pas eu lieu, d'autres peuvent se faire demain. On sait que les gens se parlent et que nous pouvons, les gouvernements et en particulier les acteurs européens, peuvent, par le biais de la task force, par le biais aussi de rencontres bilatérales approfondies, faire en sorte que des connexions puissent se dégager. J'ai cité tout à l'heure quelques exemples dans le maritime ou dans le terrestre. C'est aussi vrai dans le satellitaire. Il y a des possibilités de coopération future très importantes. Encore faut-il qu'il y ait les volontés politiques derrière. C'est ce concept-là que j'essaie de développer auprès de mes collègues. Je crois que j'ai fini. Ah oui, sur la question c'était la question maritime. La question, c'était de dire, plus on irait dans le cadre donc d'une défense européenne, n'y a-t-il pas un risque, au regard de la singularité de la position française, au regard de son domaine ultramarin, de voir nos partenaires ne pas considérer ceci comme étant quelque chose de prioritaire, de stratégique pour eux? Non, d'abord, on n'est pas les seuls à avoir des côtés très marins. Honnêtement, Chypre, Malte, même l'Irlande, donc ils ont la périphérie, ils ont une périphérie affirmée. Et puis par ailleurs, je pense vraiment que l'ultramarin est une chance pour nous dans le débat européen, y compris de la construction de l'Europe de la défense, parce que ça donne un espace considérable, des capacités de développement importantes. Je me suis rendu en Guyane il y a 3 jours. Et j'ai pu constater l'ampleur des enjeux que représentait la partie maritime de la Guyane, sans parler de Kourou, évidemment, mais même Kourou. Donc c'est une chance pour l'Europe. C'est une chance pour la construction de l'Europe de la défense. Et l'enjeu maritime, je suis tout à fait convaincu qu'il sera déterminant pour l'Europe de la défense dans les années qui viennent. D'ailleurs, on le voit, une des opérations qui marche le mieux aujourd'hui, c'est une opération maritime pour l'Europe. Il me semble, mesdames les présidentes, je ne suis pas sûr d'avoir répondu à tout, parce que j'ai répondu dans le désordre, mais je préférais trouver les termes. À Monsieur Lamassoure qui nous interroge sur le livre blanc européen. Moi, j'ai peut-être tort. Je porte beaucoup d'espoir sur la problématique Van Rompuy. Et j'ai le sentiment qu'il est intéressé par les initiatives françaises. Pour l'avoir rencontré, je dis 2 fois, assez longuement, on se trouve assez en phase. Et le dossier maintenant de l'Europe de la défense va monter d'un échelon et va porter une exigence d'aboutir à quelque chose qui ait du sens pour la fin de l'année 2013.
avec en même temps la task force qui fait ses travaux. Donc il y a là, en 2013, une opportunité, je pense, considérable dans laquelle nous devons nous travailler et à laquelle nous devons contribuer. Alors, est-ce que ça se traduira par la décision de faire un livre blanc? Pourquoi pas? Est-ce que ça se traduira par le fait de réaffirmer la politique de sécurité et de défense commune d'une nouvelle manière, peut-être par un nouveau paquet Solana, mais de la réactualisation de 2003? Mais pourquoi pas? Identification des menaces, affirmation de la volonté commune, identification des risques sécuritaires, tout cela serait possible si il y a un accord des États membres pour reprendre l'initiative Van Rompuy. En tout cas, moi, j'y porte beaucoup d'intérêt. Merci, Monsieur le Ministre. Puisqu'il reste 1 minute, si vous permettez. Il y a eu 2-3 questions sur les relations franco-allemandes dans ce domaine. Je crois et j'imagine que avec M. de Maizière, les relations sont très bonnes. Et bon. Cependant, dans le rapport Védrine, et puis ensuite dans certaines expressions qu'Hubert Védrine a eues en Allemagne et qui ont d'ailleurs été relevées, il mettait quelques... Je ne vais pas parler d'avertissement, de quelques doutes, mais enfin, il soulignait quand même que il y avait, de son point de vue, la nécessité que l'Allemagne s'engage davantage. Comment est-ce que vous sentez, vous, nos partenaires allemands, sur ce sujet? Je vais d'abord faire une première remarque à l'égard de l'Afrique, qui est un peu déconnectée de ce que vous venez de dire, mais concernant l'Allemagne et l'Afrique, parce qu'on peut avoir... on pouvait avoir des interrogations sur l'engagement de l'Allemagne à l'égard de l'initiative que nous avons prise à Chypre sur l'intervention européenne sur le Mali. Ils ont été, malgré une histoire différente, ils ont été actifs. Mais il y a une contrainte qui parfois aboutit à des réserves de leur part. Je pense en particulier au niveau des interventions et des projections, qui est la contrainte constitutionnelle, puisqu'ils ont une limite beaucoup plus forte que la nôtre sur la capacité de décision du gouvernement à intervenir d'une manière ou d'une autre. Et donc, ils sont un peu contraints par leur constitution. C'est une réalité. Par ailleurs, j'observe toutefois que l'effort de défense allemand reste significatif, que nous avons une brigade franco-allemande, que nous nous voyons souvent, que nous allons fêter l'anniversaire du traité de l'Élysée au mois de janvier, et qu'il y a là une opportunité de faire en sorte que l'Allemagne soit vraiment actrice dans l'Europe de la défense. Je ne serai pas aussi sévère que M. Védrine. Je serai plutôt dans l'appel à une plus grande collaboration. Oui. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre, d'avoir été si disponible, d'avoir si bien répondu à des questions aussi vastes.